Enfin, une date pour les élections locales en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé a convoqué le peuple pour le 4 février 2018. Une annonce qui intervient alors que le pays est confronté à une grève dans l'éducation. Explosion au Burundi d'une grenade lancée dans la foule à un arrêt bus du centre de Bujumbura à la capitale. Au moins 5 personnes ont été blessées. On en parle dans cette édition. Et puis au Togo, l'opposition a annulé la marche prévue jeudi et appelé à 3 nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé. C'était lors d'une conférence de presse à Lomé. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Je l'annonçais en titre. Enfin, une date pour les élections locales très attendues en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé a convoqué le peuple pour le 4 février 2018. Une annonce qui intervient alors que le pays est confronté à une grève dans l'éducation. Une grève qui pourrait s'étendre à d'autres secteurs. Les détails. Initialement prévues en 2005, les élections locales se tiendront finalement le 4 février 2018 en Guinée. Le chef de l'État, élu président en 2015, a signé un décret rendu public lundi soir portant convocation du corps électoral, ce qui avalise le calendrier proposé fin septembre par la Commission électorale nationale indépendante. La date ainsi annoncée par la CENI, après plusieurs reports du scrutin et des manifestations meurtrières des opposants réclamant sa tenue, avait été bien accueillie par l'opposition. En septembre encore, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté à Conakry pour exiger l'organisation de ce scrutin. Finalement, les électeurs guinéens sont invités à voter le 4 février dans les 342 communes du pays. La Guinée est confrontée depuis la mi-novembre à une grève des enseignants qui réclament des augmentations de salaire. 2 adolescents ont été tués en novembre par balle lors d'affrontements avec les forces de l'ordre en marge de manifestations de lycéens et collégiens. Suite à ces violences, Alpha Condé a menacé de fermeture les médias qui relaieraient les mots d'ordre du chef des grévistes. Plus de la moitié de la population de Guinée vit sous le seuil de pauvreté, malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamants et minerais de fer. Attaque dans la nuit de lundi à mardi au Burkina Faso. Le poste de commissariat de police de Koumbri, localité située à 220 km au nord de Ouagadougou, près de la frontière malienne, a été incendié. Plus de précisions à travers cet élément. Aucune victime n'a été enregistrée, mais le poste de commissariat de Koumbri, une commune rurale située à 30 km de Ouahigouya, a été incendié par des hommes non identifiés la nuit du lundi à mardi. Les assaillants, dont le nombre n'a pas pu être déterminé, ne s'en sont pas arrêtés à cet acte. Ils ont aussi incendié le domicile du commissaire et emporté 4 motos appartenant à des policiers. Un renfort de police venu d'une province voisine a permis de prendre en chasse les assaillants. La riposte a permis de récupérer 4 motos, dont 3 appartenant aux assaillants, des centaines de munitions, des téléphones portables ainsi que des bidons d'essence. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis le premier trimestre de 2015. 133 morts en 80 attaques, selon un bilan officiel. Le gouvernement a du mal à enrayer ces attaques. Pendant ce temps, les troupes prennent régulièrement pour cible les membres de l'administration ou des pouvoirs publics. En décembre 2016, une attaque contre un bataillon du groupement des forces antiterroristes près de la frontière malienne avait fait 12 morts. Cette attaque, la plus meurtrière contre l'armée, avait choqué le pays. Attaque également au Burundi. Il s'agit cette fois-ci de l'explosion d'une grenade lancée dans la foule à un arrêt bus du centre de Bujumbura, la capitale. Au moins 5 personnes ont été blessées lors de cette attaque. Reportage. On était lundi à la mi-journée. Alors que la foule attendait à l'arrêt de bus dans le centre de Bujumbura, un inconnu a lancé une grenade. L'explosion a fait 5 blessés, à en croire le commissaire de police de la capitale.
Une personne qui prenait des photos de la scène a été arrêtée comme suspect. Cette attaque vient rompre le calme qui a prévalu ces dernières semaines dans ce pays à stabilité fragile. Le Burundi est régulièrement le théâtre d'attaques à la grenade depuis de nombreuses années, mais celle-ci s'était multipliée avec la grave crise politique émaillée de violence que vit ce pays depuis la candidature en avril 2015 du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Les violences qui ont accompagné la crise auraient engendré au moins 1200 morts, la détention illégale de milliers de personnes et la torture de milliers d'autres, des centaines de disparitions ainsi que le déplacement de plus de 400 000 personnes entre avril 2015 et mai 2017. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces crimes qui ne sont jamais revendiqués. Une nouvelle session du dialogue burundais de sortie de crise s'est ouverte le 28 novembre à Arusha, en l'absence de l'opposition en exil. L'objectif de cette réunion est d'aboutir à la signature d'un accord le 8 décembre. En bref, l'opposition togolaise a annulé la marche prévue jeudi et appelé à 3 nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé. Elle a fait cette annonce hier mardi au cours d'une conférence de presse à Lomé. Il faut dire que l'opposition qui organise des marches quasi hebdomadaires qui rassemblent des milliers de manifestants depuis début septembre a également dénoncé la stratégie de la terreur du pouvoir dans les villes du Nord où les dernières manifestations ont été officiellement interdites pour des raisons sécuritaires. Lors de la dernière manifestation samedi dernier à Lomé, les militaires ont, selon l'opposition, à nouveau utilisé des grenades lacrymogènes, tandis que des manifestants ont été roués de coups avec une violence inouïe. Restons au Togo, où on enregistre une grève dans le secteur éducatif. Les enseignants des établissements scolaires publics ont durci le ton. Ils ont entamé mardi 4 jours de grève pour exiger une amélioration de leurs conditions salariales. Cela fait des mois que la grogne sociale et politique s'attise dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. La coordination des syndicats de l'éducation du Togo a appelé à paralyser les cours dans plusieurs écoles, collèges et lycées publics de la capitale Lomé. Mouvement qui a largement été suivi. Pendant ce temps, l'enseignement se poursuivait normalement dans les établissements privés. Les grévistes exigent une amélioration de leurs conditions de vie et de travail à travers leur statut particulier. Dans le passé, les cours ont déjà été perturbés par des mouvements de grève qui ont été moins suivis depuis la rentrée scolaire en octobre. De petits groupes d'élèves du public faisaient mardi le tour des établissements privés pour empêcher leurs camarades d'accéder aux salles de classe pour ne pas être les seuls pénalisés. Il est à noter que le secteur de l'éducation est régulièrement perturbé au Togo par des mouvements sociaux portant des revendications salariales similaires. Les 35 000 enseignants du public sont majoritaires au sein des quelques 53 000 fonctionnaires de l'éducation au Togo. Cette situation vient aggraver la crise générée par la grave contestation sociale qui agite le Togo depuis plus de 3 mois. Des partis d'opposition organisent des marches quasi hebdomadaires, rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour protester contre le pouvoir. En Afrique du Sud, cela fait déjà 4 ans que le président Nelson Mandela est décédé. À la veille de la date anniversaire de son décès, la médiatrice de la République a annoncé que le gouvernement de la province du Cap oriental avait détourné des fonds publics à hauteur de 18 millions d'euros dans le cadre de ses funérailles. Les images. Un rapport de 300 pages publié ce lundi par la médiatrice de la République sud-africaine vient ternir la célébration du 4e anniversaire de décès du président Nelson Mandela ce mardi. Dans ce rapport, la médiatrice révèle la mauvaise gestion et les faits de corruption entourant les funérailles de Nelson Mandela dont les coûts ont complètement explosé.
Plus de 18 millions d'euros ont notamment été puisés dans un fonds pour le développement de la région rurale du Cap oriental afin de financer cette cérémonie nationale. L'accusation selon laquelle le gouvernement de la province du Cap oriental aurait indûment détourné des fonds publics pour un montant de 18 millions d'euros affectés à l'Eastern Cap Development Corporation pour accélérer le développement de l'infrastructure sociale en vue des funérailles du président Mandela est basée sur des éléments de preuve. La médiatrice de la République a regretté que les funérailles de Nelson Mandela aient pu conduire à un tel gaspillage. Elle a à cet effet demandé une enquête rapide du ministère sud-africain des Finances. Continuer à vivre, a lancé une jeune femme porteuse du virus du sida depuis sa naissance lors d'un émouvant discours à l'ouverture de la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique. Images et son. Quelques 10 000 délégués sont présents à Abidjan pour la 19e conférence internationale sur le sida et les infections sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA, qui se tient tous les 2 ans et rassemble la plupart des acteurs du secteur en Afrique. Lors d'un émouvant discours à l'ouverture de cette conférence, Asseta Ouedraogo, une jeune femme porteuse du virus du sida depuis sa naissance, a lancé un message porteur d'espoir à toutes les personnes porteuses du virus. Il y a des personnes de mon entourage, les jeunes infectés, ceux qui viennent au centre là, il y en a beaucoup qui ne suivent pas leur traitement, qui sont toujours, lorsqu'ils viennent au centre, ils sont toujours chétifs, ils ont les cheveux fins, un début de calvitie, ils ne suivent pas, ils ne sont pas observants. Donc, lorsqu'on est observant, ça ne se remarque pas, on ne sait pas. Donc c'est pour eux que je voulais délivrer ce message, pour dire qu'ils doivent continuer à vivre. Malgré la concurrence d'autres problèmes majeurs comme le réchauffement climatique, la montée du terrorisme ou les phénomènes d'immigration, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA a rappelé que même si le nombre de personnes traitées est passé de 100 000 à 14 millions entre 2000 et 2016 en Afrique, et que la mortalité y a baissé de 50%, ce n'est pas le moment de baisser la garde. Ce n'est pas le moment de baisser la garde. Nous devons au contraire redoubler nos efforts. La complaisance est notre plus grande ennemie. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre nos acquis. Si nous voulons arriver à mettre fin à cette épidémie, nous devons agir. Et agir maintenant et différemment. Michel Sidibé a également souligné la vulnérabilité des filles et jeunes femmes en Afrique subsaharienne. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.